La pluie s'abattait sur les ruelles pavées de Barcelone comme un verdict divin, transformant les Flaons en rivières tumultueuses. Élodie, trempée jusqu'aux os, poussa la porte de l'hôpital avec une violence qui fit sursauter l'infirmière de garde. « Où est-il ? Dites-moi où est mon père » hurla-t-elle, sa voix brisée par un sanglot qui semblait venir des abysses de son âme. Dans ce cri, tout l'univers bascula, l'amour filial, la trahison amoureuse, et un secret qui allait ébranler les fondations d'une famille forgée dans le feu de l'adoption et de l'exil. C'était il y a 25 ans, sous le ciel azuréen de la Costa Brava, que Pierre et Marie, un couple français blanc comme la craie des falaises catalanes, avaient accueilli Élodie dans leur vie. Pierre, architecte parisien en quête d'un nouveau souffle après la perte de leur premier enfant in utero, avait convaincu Marie, professeure de littérature à la Sorbonne, de s'installer en Espagne pour guérir les plaies invisibles. Ils avaient fui la grisaille de Montmartre pour les embruns salés de Lloret de Mar, où les vagues chantaient des berceuses en catalan. L'adoption d'Élodie, une fillette de 5 ans aux yeux d'ébène et à la peau d'ébène sculptée par les soleils d'Afrique de l'Ouest, fut un acte d'amour pur, un pari sur l'avenir. Elle est notre lumière dans l'ombre, avait murmuré Marie en la serrant contre elle pour la première fois, ignorant que cette lumière projetterait des ombres longues et tourmentées. Élodie grandit entre les pins parasols et les marchés aux poissons odorants, apprenant le français avec l'accent chantant de Marie, et l'espagnol rugueux de Pierre. La maison, une villa moderniste aux courbes inspirées de Gaudí, devint son sanctuaire. Pierre lui taillait des cerfs-volants en forme de mouette, et Marie lui lisait des contes de Perrault sous les étoiles filantes. Mais dès l'adolescence, des fissures apparurent. Élodie, avec ses boucles indomptables et son corps athlétique forgé par la natation en mer, se découvrit une attirance pour les filles qui la terrifiaient. À 16 ans, lors d'une fête sur la plage de la Barceloneta, elle embrassa Sofia, une danseuse aux hanches ondulantes, sous les feux d'artifice qui explosaient comme des cœurs en fusion. Le lendemain, le doute la rongea, comment avouer à ses parents adoptifs, si tendres, si blancs, si français dans leur idéalisme, qu'elle aimait les femmes avec une passion qui la consumait. Les années passèrent en un tourbillon de secrets et de silence. Élodie étudia les beaux-arts à l'université de Barcelone, où s'étoilent des portraits de femmes enlacées dans des jardins andalous, aux couleurs vives comme le sang des coquelicots firent sensation. Pierre, fier, accrocha la première dans leur salon, ignorant les sous-textes lesbiens qui y palpitaient. Marie, plus intuitive, posa une main sur son épaule un soir d'automne. « Ma chérie, l'amour n'a pas de couleur ni de genre. Il est comme la mer, infini et imprévisible. » Mais Élodie, hantée par les regards en coin des voisins catalans, par les murmures sur « la petite noire française qui n'est pas comme les autres », garda son cœur cadenassé. C'est à 23 ans qu'elle rencontra Clémence, lors d'une exposition dans le quartier gothique de Ciutavella. Clémence, trentenaire aux cheveux châtains cascadant comme une fontaine de Versailles, était une restauratrice d'œuvres d'art, venue de Provence pour cataloguer les fresques de la cathédrale. Ses yeux verts, perçants comme des émeraudes taillées, se posèrent sur le tableau d'Élodie, deux amantes enlacées sous un olivier centenaire, leur peau contrastant comme l'ombre et la lumière. « C'est magnifique », murmura-t-elle d'une voix veloutée, avec cet accent du sud qui fait fondre les glaciers. On sent l'âme qui saigne à travers les pinceaux. Élodie rougit, son cœur battant la chamade. Ce soir-là, autour d'un verre de sangria dans un bar aux murs couverts de azuléjo, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Clémence raconta son enfance à Aix-en-Provence, ses amours fugaces avec des poétesses parisiennes, sa fuite en Espagne pour échapper à un mariage arrangé par une famille conservatrice. Élodie, pour la première fois, osa « J'aime les femmes depuis toujours. Mais mes parents. Ils m'aiment tant, et j'ai peur de les blesser. » Leur romance s'épanouit comme une vigne sauvage sur les remparts de la Rambla. Des promenades main dans la main le long de la plage de Bogatell au lever du soleil, où les vagues léchaient leurs pieds nus, des nuits passionnées dans l'appartement d'Élodie, meublé de toiles inachevées et de livres de Colette. Clémence, avec sa sensualité provençale, apprenait à Élodie l'art de l'abandon. « Laisse-toi aimer, ma belle ébène. Ton corps est un poème, et je suis ta muse. » Élodie peignait Clémence nue contre les draps froissés, capturant la courbe de ses seins, la fossette de son sourire, dans des teintes ocre et indigo qui évoquaient les ports de Marseille. Pour la première fois, elle se sentit entière, aimée non malgré sa peau noire et son désir lesbien, mais grâce à eux. Pourtant, au cœur de cette idylle, le drame familial guettait. Pierre,
qui avait toujours été le pilier robuste de la famille, commença à tousser. D'abord des quintes discrètes, balayées d'un rire, puis des nuits blanches où il crachait du sang dans des mouchoirs qu'il cachait. Le diagnostic tomba comme un coup près, cancer du poumon, stade avancé, incurable sans greffe. Marie, effondrée, veillait à son chevet dans leur villa, lisant Baudelaire pour apaiser ses souffrances. Élodie, déchirée, alternait entre l'hôpital et les bras de Clémence, cherchant dans l'amour un remède à l'impuissance. « Il faut lui dire pour nous », plaida Clémence un soir, alors que la lune baignait Barcelone d'argent. « Ton père mérite de savoir que tu es heureuse. » Mais Élodie hésitait, terrorisée par l'idée de multiplier les chagrins. Le conflit éclata lors d'un dîner familial forcé, sous les lustres en cristal de la salle à manger. Pierre, amaigri mais encore vaillant, leva son verre, à Élodie, notre fille, qui illumine notre exil espagnol. Clémence, invitée comme une amie artiste, posa sa main sur celle d'Élodie sous la table, un geste innocent qui trahit tout. Marie, avec son œil de professeur, surprit l'échange. « Qui es-tu vraiment pour notre fille ?» Clémence, demanda-t-elle doucement, mais avec une pointe d'acier. Le silence s'étira, puis Élodie explosa, « C'est mon amour. Ma vie. Et vous, avec vos idéaux français, vous ne comprenez rien à la douleur de grandir noire et lesbienne dans ce pays de machos. » Pierre, blême, posa sa fourchette, « Ma petite. Nous t'aimons inconditionnellement. Mais cette nouvelle. Elle arrive comme un ouragan. » Les jours suivants furent un chaos émotionnel. Élodie s'enferma dans son atelier, peignant des toiles rageuses où des femmes brisées se noyaient dans des mers tourmentées. Clémence tenta de la soutenir, mais ses propres démons ressurgirent, un appel de son ex, une galeriste parisienne manipulatrice, qui l'invitait à une exposition lucrative à Lyon. « C'est juste un week-end, mon amour, pour notre avenir commun », murmura-t-elle en partant, laissant Élodie seule avec ses doutes. La trahison couvait, invisible comme un courant sous-marin. Bientôt, l'état de Pierre s'aggrava. Les médecins parlèrent de jours, peut-être des semaines. Élodie, rongée par la culpabilité, passa des nuits à son chevet, lui tenant la main ridée. « Papa, je suis désolée pour tout. Tu es mon roc, mon père choisi dans le destin. » Pierre, les yeux voilés, sourit faiblement. « Élodie, l'amour vrai ne demande pas de permission. Vis-le, pour moi. » Ces mots, simples comme un proverbe catalan, fissurèrent le mur de sa peur. Mais le destin, cruel, réservait un coup bas. Clémence, revenue de Lyon, avoua dans un sanglot, « J'ai couché avec elle. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Pardonne-moi. » Le monde d'Élodie s'effondra. Phénomène de l'amour trahi, elle erra dans les rues de Barcelone, sous la pluie qui lavait les péchés de la ville. Pourtant, au plus noir de la nuit, une idée germa, une exposition secrète, un appel au monde pour sauver Pierre. Élodie, artiste incomprise, allait transformer sa douleur en miracle. La trahison de Clémence s'infiltra dans les veines d'Élodie comme un poison lent, altérant chaque battement de cœur. Assise sur le banc de pierre du parc de la Ciutadella, entourée de palmiers qui murmuraient des condoléances au vent, elle relisait le message laconique, « Je t'aime encore, mais j'ai besoin de temps. Lyon m'a rappelé à mes démons. » Les larmes coulaient, chaudes et salées comme les embruns de la Méditerranée, mélangeant le sel de la mer à celui de la déception. Comment avait-elle pu croire que l'amour, ce fragile édifice, résisterait aux tempêtes de l'ambition? Clémence, avec sa grâce provençale, n'était qu'une ombre fugitive, une muse éphémère qui s'évaporait au premier rayon de gloire. De retour à la villa, l'air était lourd d'antiseptique et de regret. Marie, les traits tirés par l'éveil, l'accueillit avec un thé à la menthe, vestige de leurs origines maghrébines imaginaires. « Parle-moi, ma fille. L'amour lesbien n'est pas un crime, c'est une poésie. » Élodie s'effondra dans ses bras, confessant tout, les baisers volés sur la plage, les nuits où Clémence murmurait des sonnets de Verlaine contre sa peau, et maintenant, cette déchirure. Marie écouta, sans juger, puis dit doucement, « Le cœur est un organe traître, Élodie. Il bat pour guérir, pas pour haïr. Ton père. Il a besoin de toi entière. » Ces mots, imprégnés de la sagesse française qui avait bercé son enfance, rallumèrent une flamme vacillante. Pierre, dans sa chambre aux murs tapissés de photos Élodie enfant sur ses épaules,
riant face à la Sagrada Familia luttait contre la morphine qui l'emportait vers des rêves flous. Élodie décida alors de son acte fou, organiser une exposition clandestine dans un entrepôt abandonné du quartier du Poblenou, là où les grues rouillées veillaient sur les vestiges industriels de Barcelone. Ces toiles, accumulées comme des confessionnaux, deviendraient des appels à la générosité. Pour papa, griffonnait-elle sur les invitations virtuelles, envoyées à un réseau d'artistes, de collectionneurs et d'amis lesbiens qu'elle avait croisés dans les bars underground de l'Exemple. Le thème ? Amour interdite, un hymne à la résilience queer, avec des portraits d'Élodie et Clémence entrelacés, anonymes mais vibrants de vérité. Chaque vente irait à un fonds pour une greffe expérimentale, un espoir ténu que les médecins avaient évoqué en chuchotant. Les préparatifs furent un tourbillon cathartique. Élodie, aidée par Sofia, son premier amour d'adolescence, désormais chorégraphe au mouvement fluide comme une danse flamenco, transforma l'entrepôt en un sanctuaire lumineux. Des guirlandes de lumière LED pendaient des poutres, projetant des ombres dansantes sur les murs écaillés. Des bouquets de lavande provençale, envoyés par une Clémence repentante qui osait à peine un texto, parfumaient l'air. « Je viendrai, si tu me le permets », avait-elle écrit. Élodie, le cœur en miettes, répondit « Viens pour l'art, pas pour nous ». La nuit précédant l'événement, seule devant sa toile maîtresse Pierre et Marie adoptant une fillette aux yeux étoilés, sous un ciel espagnol, elle pleura jusqu'à l'aube. La peinture, encore fraîche, absorbait ses larmes comme une éponge affamée d'émotion. Le soir de l'exposition, Barcelone se déchaîna. Une foule bigarrée afflua, des drag queens aux perruques extravagantes, des intellectuels français exilés, des familles catalanes curieuses. Le jazz manouche, importé de Paris, emplissait l'espace, tandis que des serveurs offraient du cava pétillant. Élodie, vêtue d'une robe noire cintrée qui soulignait sa silhouette élancée, gravit l'estrade improvisée. Sa voix, tremblante au début, gagna en force. Cette nuit est pour mon père, Pierre, un homme qui m'a choisi sans condition. Il m'a appris que l'amour transcende les couleurs, les genres, les frontières. Ces toiles sont mes plaies ouvertes, mes joies volées. Achetez-les, non pour l'art, mais pour la vie. Un silence respectueux, puis des applaudissements tonitruants. Les enchères s'enflammèrent, un portrait d'amante sur la plage parti pour 5 000 € à une galeriste lesbienne de Madrid, une série sur l'adoption, émouvante, à un couple homosexuel de Toulouse. Clémence arriva tard, silhouette fantomatique dans l'ombre de la porte. Ses yeux verts, rougis par les larmes, cherchèrent Élodie dans la mêlée. Quand leurs regards se croisèrent, le temps suspendit son vol. Clémence s'approcha, un bouquet de roses thé à la main, symbole provençal de regret profond. « Je suis une idiote », murmura-t-elle. Lyon n'était qu'un mirage. Toi, tu es ma réalité. Élodie, le cœur battant, la repoussa doucement, pas ce soir. Ce soir est pour lui. Mais au fond d'elle, une braise persistait, alimentée par les souvenirs de leurs étreintes, de ces matins où Clémence traçait des cartes sur sa peau avec ses lèvres. Soudain, un cri perça la musique. Marie, essoufflée, téléphone à l'oreille. C'est l'hôpital. Pierre. Il a fait une hémorragie. La foule se figea, puis un murmure compatissant. Élodie, pâle comme un linceul, s'effondra presque. Clémence la rattrapa, leur corps se pressant instinctivement. « Je t'emmène », dit-elle fermement, élant un taxi sous la pluie qui recommençait à tomber. Dans la voiture, filant vers l'hôpital d'Elmar, Élodie sanglota contre l'épaule de Clémence. « Si je le perds. Je ne pourrai pas. » Clémence, les larmes coulant, murmura, « Tu ne le perdras pas. Et tu ne me perdras pas non plus. J'ai rompu avec tout. Je reste. » À l'hôpital, le chaos régnait, blouse blanche affolée, bip strident des moniteurs. Pierre gisait, intubé, son torse se soulevant par à-coups mécaniques. Marie, prostrée, leva des yeux implorants vers Élodie. Les enchères. Ça a marché? Élodie hocha la tête, étouffant un sanglot. 20 000 €, maman. Pour la greffe. Un miracle financier, mais temporellement trop tard? Les médecins, graves, parlèrent de compatibilité sanguine rare. Pierre, groupe AB négatif, avait besoin d'un donneur immédiat pour une transfusion palliative. C'est presque impossible, dirent-ils. Élodie,
dans un éclair de lucidité, se rappela, son propre groupe, hérité de ses origines ouest-africaines, était compatible. Mais risquer sa santé pour lui? Le dilemme la transperça. La nuit s'étira en une veillée funèbre. Clémence, restée à ses côtés, lui massait les tempes, chuchotant des proverbes occitans, l'amour est un feu qui réchauffe ou qui brûle. Élodie, épuisée, confia son secret le plus profond, j'ai toujours craint de ne pas être assez pour eux. Noire en Espagne, lesbienne en famille blanche. Et maintenant, cette trahison. Clémence, brisée, avoua, ma faiblesse vient de là, peur d'être vue comme la blanche privilégiée qui vole le cœur d'une femme de couleur. Mais je t'aime, Élodie, au-delà des peaux. Leur baiser, là dans le couloir stérile, fut un serment renouvelé, chargé de pardon et de promesses. Au lever du jour, alors que le soleil teignait la mer de rose, Élodie prit sa décision. Elle signa les formulaires pour le don de sang, ignorant les risques anémie, fatigue chronique pour ce père qui l'avait sauvé de l'orphelinat. Tandis que l'aiguille perçait sa veine, un flot rouge coula, symbolique de son sacrifice. Pierre, stabilisé, ouvrit les yeux pour la première fois depuis l'alerte. Ma fille. Mon ange noir. Les mots, faibles, firent éclater Élodie en larmes de joie. Mais le vrai drame, le climax, se profilait, la greffe n'était qu'un sursis. Pour guérir vraiment, Pierre avait besoin d'un rein, et le donneur serait Élodie elle-même. Le don de sang n'avait été qu'un pansement sur une plaie gangrénée. Les médecins, dans leur franchise impitoyable, annoncèrent que Pierre nécessitait une greffe rénale d'urgence pour contrer l'insuffisance rénale secondaire au cancer. La liste d'attente s'étirait comme un serpent venimeux, des mois, peut-être des années. Mais il n'en a pas autant, murmura Marie, sa voix un fil ténu prêt à rompre. Élodie, encore faible de la transfusion, sentit le poids du monde s'abattre sur ses épaules. Ses origines africaines lui avaient légué des reins robustes, compatibles à 100% avec ceux de Pierre, un miracle génétique, ironie du sort pour une enfant adoptée. Je le ferai, déclara-t-elle d'une voix ferme, ignorant les regards horrifiés. Clémence, à ses côtés, blêmie, c'est de la folie, mon amour. Tu risques ta vie pour un sursis. Les jours suivants furent une danse macabre entre espoir et terreur. Élodie subit une batterie d'examens, IRM, prise de sang, consultation avec des chirurgiens aux accents madrilènes secs. Chaque piqûre, chaque scanner, ravivait les fantômes de son passé. Elle revoyait l'orphelinat de Dakar, les nuits solitaires avant l'arrivée de Pierre et Marie, ces sauveurs blancs venus d'un autre continent. Pourquoi moi, avait-elle demandé enfant, serrant son ours en peluche. Pierre avait ri, parce que ton sourire a conquis nos cœurs, petite Élodie. Aujourd'hui, ce sourire était un masque, sous lui, la peur l'arrangeait. Et Clémence? Leur réconciliation fragile vacillait. La Provençale, rongée par la culpabilité de Lyon, multipliait les gestes, dîner aux chandelles dans des bodegas cachés, où le vin rouge coulait comme des aveux, massage aux huiles essentielles sous les étoiles de Montjuic. Mais Élodie, murée dans son sacrifice imminent, se repliait. Et si je ne survis pas? Tu m'oublieras vite, avec tes muses parisiennes. Clémence, blessée, répliqua, je suis là, corps et âme. Laisse-moi t'aimer sans chaîne. La nouvelle de l'exposition clandestine s'était répandue comme une traînée de poudre dans les cercles artistiques queer d'Europe. Des invitations affluaient pour une version élargie à Paris, au Marais, où les galeries lesbiennes pullulaient comme des vignes en été. Sophia, fidèle amie, organisa le voyage, c'est ta chance, Élo. Montre au monde ta force. Mais Élodie hésita. Partir maintenant, avec Pierre en sursis? Le conflit interne la dévorait, loyauté filiale contre ambition artistique. Une nuit, alors que la tramontane hurlait depuis les Pyrénées, elle confia à Marie, « Maman, j'ai peur. Peur de la chirurgie, peur de te laisser seule, peur que Clémence ne soit qu'un feu de paille. » Marie, avec la tendresse d'une héroïne de roman proustien, répondit, « La peur est le prix de l'amour profond, ma chérie. Ton père et moi t'avons adopté pour ça, pour vivre intensément, pas pour te cacher. » Le jour de la décision arriva sous un ciel plombé, typique des automnes catalans. Dans la salle d'attente aseptisée, Élodie signa le consentement pour la greffe. Pierre, alité, la supplia, « Non, ma fille.
Pas au prix de ta jeunesse. Mais Élodie, les yeux flamboyants, posa un doigt sur ses lèvres. Tu m'as donné la vie une fois. Laisse-moi te la rendre. Clémence, témoin muet, serra sa main jusqu'à ce que les jointures blanchissent. La chirurgienne, une femme aux cheveux poivre et sel et au regard d'acier, expliqua le protocole, ablation d'un rein, dialyse post-opératoire, risque d'infection ou de rejet. C'est un don noble, mais pas sans ombre, avertit-elle. La trahison revint hanter Élodie comme un spectre. Le soir avant l'opération, un appel anonyme, la galeriste de Lyon, ex de Clémence, envoyant une photo compromettante Clémence et elle, enlacées lors d'une after-party. Elle n'a pas rompu, mentit la voix suave. Elle joue sur 2 tableaux. Élodie, le cœur en vrac, confronta Clémence dans leur appartement, sous les toiles accusatrices. Dis-moi la vérité. Es-tu encore à moi? Clémence, en larmes, jura, c'était avant Lyon. J'ai bloqué son numéro, changé de vie pour toi. Mais le doute s'insinua, poison lent. Élodie, brisée, la chassa, part. Je ne peux pas opérer avec ce venin dans le sang. Seule, elle erra jusqu'au port olympique, où les yachts dansaient sur les vagues. Là, face à la statue de la déesse de la mer, elle hurla son désespoir au vent. Pourquoi l'amour me trahit-il toujours? Le matin de la chirurgie, l'hôpital bruissait d'une tension palpable. Marie, priant en silence un rosaire laïque, embrassa le front d'Élodie. Tu es notre miracle noir. Pierre, depuis sa chambre, envoya un mot par l'infirmière. Fier de toi, ma fille. Vis pour nous deux. Sous anesthésie, Élodie glissa dans un rêve fiévreux, elle nageait dans une mer intérieure, Clémence l'appelant depuis la rive, tandis que Pierre, guéri, construisait un château de sable infini. Le scalpel incisa, et le rein organe vital, symbole de filtration et de purification fut prélevé, prêt à renaître en pierre. L'éveil fut un calvaire, douleur lancinante, tubes invasifs, la peur viscérale de l'incision. Clémence, malgré l'interdiction, s'infiltra dans la chambre, déguisée en visiteuse. « Pardonne-moi » murmura-t-elle, baisant sa main bandée. Élodie, faible mais lucide, murmura « Prouve-le. Reste, et aide-moi à guérir. » Leur réconciliation, fragile comme du cristal de Murano, se scella dans un regard. Mais le climax approchait. Pendant la convalescence d'Élodie, Pierre fit une réaction allergique au greffon. Les médecins paniquèrent rejet aigu, sepsis possible. C'est ma faute, gémit Élodie depuis son lit adjacent. Marie, effondrée, accusa le ciel, pourquoi nous punir ainsi? Dans ce vortex de souffrance, Élodie trouva une force surnaturelle. Ignorant les ordres, elle se leva, traînant son goutte à goutte, et entra dans la chambre de Pierre. Papa, bats-toi. Pour l'Espagne qui nous a adoptés, pour la France qui nous a forgés, pour l'Afrique qui coule en moi. Ces mots, imprégnés d'une passion lesbienne et filiale, transmirent une énergie palpable. Clémence, alertée, contacta son réseau médical provençal, un immunologue expert vola depuis Marseille, apportant un cocktail expérimental d'immunosuppresseurs. Le miracle opéra, Pierre stabilisa, le rein s'intégra, repoussant la mort aux confins. Mais le prix fut lourd. Élodie, affaiblie, sombra dans une dépression post-traumatique. Les nuits, hantées par des cauchemars de trahison et de l'âme, laissaient Clémence veiller, chantant des berceuses occitanes. Sophia organisa une thérapie artistique, peindre ses cicatrices, littéralement. Élodie, sur une toile immense, traça une carte du corps féminin, où la greffe était une fleur éclose entre 2 amantes. C'est nous, dit-elle à Clémence, qui pleura de reconnaissance. La famille, réunie autour du lit de Pierre convalescent, partagea un repas simple, paella aux fruits de mer, vin de priorat. À l'amour qui sauve, porta Pierre, sa voix rauque mais triomphante. Pourtant, les ombres persistaient. La galeriste de Lyon, vindicative, lança une rumeur en ligne, l'artiste noir vend son âme pour de l'argent familial. Élodie, exposée, dut affronter la meute médiatique. Clémence, protectrice, prit la parole lors d'une conférence de presse. Élodie n'est pas une victime. Elle est une héroïne lesbienne, noire, française, espagnole, un kaléidoscope d'amour. Ces mots, diffusés sur les réseaux, transformèrent l'opprobre en admiration.
Les mois suivants furent une renaissance lente, comme un olivier reprenant racine après un incendie. Pierre, avec son rein neuf pulsant comme un cœur greffé d'espoir, quitta l'hôpital pour la villa de Lloret-de-Mar. Les promenades quotidiennes le long de la plage devinrent rituelles, Élodie poussant son fauteuil roulant, Marie cueillant des coquillages pour des colliers improvisés. « Regarde, papa, la mère guérit tout », disait Élodie, sa propre cicatrice encore rose sous son t-shirt ample. Pierre, les yeux pétillants, répondait « Pas autant que toi, ma sauveuse ». Clémence, intégrée à cette toile familiale, apportait des tartes aux figues de Provence, apprenant le catalan pour charmer Marie. Leur amour, jadis fracturé, se reconstruisait brique par brique, des dîners aux chandelles où Clémence lisait des extraits de « Chéri » de Colette, des après-midi à peindre ensemble, corps nus contre la toile vierge. Mais la guérison n'effaçait pas les cicatrices profondes. Élodie, hantée par l'ombre de lion, testait Clémence avec une férocité instinctive. « Et si une autre muse t'appelle » demandait-elle lors de leurs ébats, où la passion se mêlait à la possessivité. Clémence, patiente comme une sainte provençale, répondait par des actes. Elle démissionna de sa restauration d'art pour gérer la carrière d'Élodie, négociant des expositions à Bilbao, à Lisbonne. « Je suis tienne, corps et carrière », jurait-elle, tatouant discrètement un petit olivier sur son poignet symbole de leur enracinement espagnol. Sophia, témoin bienveillant, conseillait « Laisse le temps filtrer le doute, comme ton rein filtre le sang ». L'exposition parisienne au Marais fut le point d'orgue. La galerie, nichée dans une ruelle pavée près de la Seine, débordait de monde, critiques lesbiennes de « Têtu », collectionneurs queer de Berlin, même des diplomates français émus par l'histoire d'adoption. Élodie, en robe rouge sang évoquant les toreros andalous, présenta sa pièce maîtresse, Greffe d'âme, une installation où des sculptures de plâtre reins entrelacés de peau contrastée pulsaient au rythme de chœurs enregistrés. Pierre et Marie, venus en fauteuil roulant, versèrent des larmes silencieuses. Clémence, à son bras, murmura « C'est notre victoire ». Les enchères explosèrent, 100 000 € pour le Fonds contre le cancer, et un contrat pour une résidence artistique à Avignon. Pourtant, le vrai climax émotionnel survint lors d'une visite surprise à l'orphelinat virtuel d'Élodie, un appel Zoom avec des enfants dakarois. Face à leurs yeux curieux, elle raconta son parcours « J'étais comme vous, seule dans l'ombre. Puis l'amour blanc m'a trouvée, et j'ai rendu l'ombre en lumière. » Un petit garçon, timide, demanda « Et ton cœur, il aime qui ?» Élodie, souriant à Clémence hors champ, répondit « Les âmes fortes, peu importe la coquille. » Ce moment, capturé par une journaliste, devint viral, Élodie la sauveuse, un hymne humaniste à l'adoption queer. La réaction de la galeriste de Lyon, finale et amère, fut un dernier soubresaut. Elle posta une diffamation, tout est mensonge, l'artiste a forcé sa compagne à rester. Clémence, outrée, porta plainte, mais Élodie choisit le pardon public, une toile offerte à l'ex, représentant une femme brisée renaissant phénix. La trahison forge l'empathie, écrivit-elle en légende. Ce geste, pur et français dans son élégance, désarma l'adversaire. Le dénouement arriva un soir d'été, sur la terrasse de la villa, sous un ciel étoilé comme un plafond de chapelle Sixtine. Pierre, presque guéri, leva un verre de muscat, à Élodie, notre fille noire qui a sauvé son père blanc avec un cœur lesbien. Marie ajouta, et à Clémence, qui a su reconquérir l'impossible. Élodie, enlacée par sa bien-aimée, sentit les larmes couler non de douleur, mais de plénitude. Leur baiser, sous les yeux bienveillants de la famille, scella un amour mature, tissé de conflits surmontés, de réactions surpalpitantes, de romances ravivées. La vie reprit son cours, exposition triomphale, livre de souvenirs publié chez Gallimard, une fondation pour adoption LGBTQ+ en Espagne. Élodie peignit moins, mais plus profondément, Clémence organisa des ateliers pour artistes queer. Pierre, avec son rein emprunté, dessina des plans pour une maison inclusive à Barcelone. Marie écrivit un roman inspiré de leur saga, best-seller à la foire de Francfort. Au final, ce qui stupéfia tous ne fut pas le sacrifice physique, mais l'alchimie humaine, une famille arc-en-ciel, forgée dans la trahison et la greffe, prouvant que l'amour, tel un vin français millésimé, mûrit dans l'adversité. Élodie, regardant la mer depuis la falaise, murmura à Clémence, « Nous sommes éternels. » Et le vent, complice, emporta ces mots vers l'horizon,
où la France et l'Espagne se confondaient en un baiser infini.